les personnes qui voilà, répliquent des projets existants sont tout autant des entrepreneurs que des personnes qui vont créer des projets. Donc, c'est pourquoi on a voulu ouvrir notre appel à candidature à ces profils et on a trouvé ça important et intéressant de venir discuter de ce sujet avec ceux bah voilà, qui connaissent le mieux cette forme d'entrepreneuriat. Et donc, je suis très, très, très heureuse aujourd'hui d'avoir nos trois invités qui vont pouvoir échanger là-dessus avec nous. Je vais vous les présenter hyper rapidement pour voilà, que vous ayez un aperçu de qui ils sont. Et ensuite, bien sûr, je prendrai un mini temps de définition et on passera à l'échange. Alors, je commence par qui? Je commence par Chantal. Bonjour. Chantal, bonjour. Est-ce qu'on doit encore te présenter? Je ne sais pas, tellement tu es une figure de l'entrepreneuriat social. Chantal, donc fondatrice du réseau Montmartre, une organisation qui lutte pour l'égalité des chances et qui a aidé depuis 2001 plus de 10 000 enfants à explorer leur potentiel par les arts à travers des ateliers voilà, périscolaires. Tu es Ashoka Fellow et aujourd'hui, tu es présidente de Bleu Blanc Zèbre. Donc, c'est plus pour cette partie de ton activité qu'on t'a invité aujourd'hui, puisque Bleu Blanc Zèbre, c'est une association qui œuvre pour la coopération entre différents acteurs de la société, que ce soit des citoyens, des entreprises, des associations, les pouvoirs publics, pour résoudre des problèmes sociaux concrets, notamment avec la labellisation de projets à impact existants, d'initiatives qui marchent pour être répliquées. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous avez 400 projets labellisés à peu près. Exactement. Voilà. Voilà. Euh, donc, vous êtes des experts de ce sujet en Mm, France. mm. Adèle, je me permets, en fait, je suis Oui, directrice générale. On a un président qui direct. s'appelle Christian Pardon, Leroux. bien Voilà, sûr, c'est une bien petite sûr. précision. Merci, Merci. directrice générale, et merci. Voilà pour Chantal. On a aussi Laure Brouard, qui est la cofondatrice de Snowball Effect. Tu as créé Snowball Effect en 2019, qui est une organisation dédiée à la réplication de projets à impact social à travers l'Europe. Donc, tu as vraiment une dimension européenne, internationale. Tout est en anglais, mais heureusement, tu es quand même française. Donc, Heureusement, Oh je yeah, suis, je oh suis yeah, française. oh yeah. Et donc voilà, ton organisation identifie des solutions locales efficaces qui vont pouvoir être adaptées, mises en œuvre dans d'autres contextes, du coup, d'autres pays avec des contextes évidemment spécifiques. Tu as une double casquette puisque tu es aussi une alumni de notre parcours entrepreneur de 2015, hein. Oui, c'est ça, ouais. Ça remonte. Et tu as été aussi membre de notre équipe pendant plusieurs années. Donc voilà, plein de casquettes qui font que je suis très, très heureuse de te retrouver aujourd'hui, Laure. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pareil. Merci à vous. Et notre dernier, mais pas des moindres, Étienne Touvenot. Étienne, c'est le cofondateur de l'association Les Petites Cantines, un réseau de cantines de quartier participatif qui vise à recréer ou créer du lien social entre citoyens. Vous avez démarré à Lyon avec ta cofondatrice Diane. Et aujourd'hui, vous vous êtes étendu partout en France, puisqu'il y a 13 cantines ouvertes en France et je crois 24 en préparation. Donc voilà, vous êtes un super exemple de modèle qui marche et qu'on réplique. Tu es aussi un alumni 2015 du programme et tu es le seul redoublant du parcours entrepreneur puisque Étienne a refait le parcours cette année avec un nouveau projet. Voilà. Donc, donc tu es le seul. Voilà. Il en faut bien des redoublants. C'est très beau. Merci à tous Bonjour les à trois. tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce sujet avec donc vos casquettes différentes à la fois d'experts et aussi bah, d'entrepreneurs qui a vécu ces réplications. Je vais vous évidemment arrêter de parler et vous passer la parole dans quelques instants, simplement pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne savent pas forcément de quoi on parle. On avait envie déjà de commencer
par un temps de définition. Je vais vous dire un peu une définition classique qu'on trouve un peu dans les livres. Et puis après, je vais surtout demander à nos différents invités de, eux, donner leur vision, leur définition de ce que c'est que la réplication de projet à impact. Et je précise d'ailleurs que tout au long, n'hésitez pas, je sais qu'Alice vous le dit dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais en prendre au fur et à mesure et il y aura un temps d'échange à la fin avec vous. Donc moi, très rapidement, ce qu'on trouve un peu quand on cherche sur Internet pour donner une forme de définition. Donc, la réplication d'un projet, c'est un processus par lequel un projet, une initiative à succès va être reproduit, adapté dans différents contextes ou lieux, avec dans le cadre, quand c'est le cas d'une innovation sociale, la volonté évidemment d'étendre l'impact de cette innovation sociale à d'autres populations ou régions. Et donc, parmi les formes les plus courantes de réplication, il y en a plein, mais il y a la réplication directe, donc une copie exacte du projet, copier-coller. Il y a une adaptation, donc quand le projet est adapté à des conditions locales. Il y a ce qu'on appelle une innovation inspirée, donc c'est typiquement Ticket for Change. C'est voilà, on a repris des idées, des principes clés d'un projet qui existait en Inde et on l'a complètement remixé pour faire un nouveau modèle en France. Et il y a aussi un modèle de franchise donc où le modèle avec la marque, les procédures, le soutien est comme un kit et donné voilà, à des entrepreneurs qui veulent le monter en tant qu'entité indépendante sur leur territoire. Voilà, pour faire simple et pour pas rentrer dans trop de détails. Mais c'était quand même important de donner une première définition. Mais je suis intéressée voilà, de savoir, vous, en fait, dans vos structures, dans vos manières d'accompagner, peut-être on va commencer par Laure ou Chantal, qui sont des structures qui accompagnent la réplication. Vous, quelle est votre définition de la réplication? Est-ce qu'elle est plus rigide que ce que je viens de donner ou au contraire plus large? Peut-être Laure, si tu veux démarrer. Ouais, carrément. Merci Adèle. Je peux partager des micro-slides ou pas du coup? Je vous promets que Oui, ça oui, sera pas oui, chiant. pardon. Ça dure Je une minute au total. te mets en co-hôte. Voilà. Ouais. Hop. Vous voyez mon écran? Ouais. Ah, attendez, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hop. Chaque fois, je fais partager. Je veux faire diaporama. Voilà. Ok, donc vous voyez mes slides. Donc nous, je rappelle, chez Ticket for Change, on met en contact des projets qui sont à Tu fort n'es impact plus social. chez Ticket for Change, Laure. Pardon, alors voilà, alors ça fait 5 ans que je le dis, donc je vais continuer à le dire. Donc nous, chez Snowball Effect, nous accompagnons, nous donnons de la visibilité à des projets qui sont réplicables et à fort impact social et environnemental un peu partout en Europe, voilà, lors d'expositions pour des... Ah, Ça bug. ça bug, on est d'accord? Ok, ce Oui. n'est pas que moi. Alors Non. ça, c'est... Nous n'avons plus l'or. Nous avons perdu Laure. grands types de modèles. Ah. Laure, tu nous entends? Alors ça. Bon, eh Elle a bien, été déconnectée. ouais, elle a été déconnectée. On Que va je prenne attendre le que... relais? C'est Ouais, je déconnecté. veux bien, Je merci. suis là. Ah, Là. Ah, Je suis revenue. ok. ok. Je sais pas ce qui s'est On passé. t'a pas du tout entendu, du coup. Tu commençais. D'accord. Donc, je disais, en gros, nous, chez Snowball, on repère 3 grands types de modèles qui peuvent exister. Le premier, c'est celui que les gens connaissent le plus souvent, malheureusement avec les exemples de McDonald's et Starbucks, c'est j'ouvre la même marque sur un autre territoire et c'est exactement la même entreprise et c'est ce qu'on appelle la franchise. Quand vous êtes un franchisé, donc quelqu'un qui reprend ce projet-là, globalement, vous avez énormément d'aide de la part du HQ de la structure. Par contre, vous avez peu de droits de propriété, c'est-à-dire que si vous voulez changer la couleur du logo de McDo ou changer la recette, vous allez clairement devoir demander l'aval de la direction.
à l'opposé de ce premier modèle qu'on voit là, il y en a un autre dans lequel on a moins d'aide ou parfois très peu d'aide. Ça peut être un PDF qu'on télécharge ou un cours en ligne. Par contre, on peut faire absolument ce qu'on veut ensuite. Et donc ça, c'est assez connu. C'est un modèle qui est connu dans le domaine des softwares. C'est l'open source. Dans ce cas-là, c'est le même concept qui va être décliné sous différentes marques sur d'autres territoires. Mais globalement, c'est la même idée. Et parfois, on n'a pas de lien. Donc voilà, on télécharge un PDF, on regarde un cours en ligne. Et parfois, on a un peu de lien. Et donc, on va faire une immersion pendant 1 ou 2 jours sur le projet pour voir comment ils font le truc. Et nous, on le fait à notre propre sauce. Voilà, donc ça, c'est celui qui est à l'opposé. Puis après, il y a un autre modèle qui existe et qui est un peu un mix des deux, que moi, j'apprécie particulièrement. Dans lequel, en gros, on va faire le même concept avec des marques différentes, mais on reste en contact les uns avec les autres et on crée un réseau de partenaires. Donc, je vais vous montrer 3 exemples très rapidement, comme ça, vous allez pouvoir être plus au clair là-dessus. Sur le modèle de l'open source, on a Original Unverpackt, qui était une des premières boutiques zéro déchet en Allemagne. Et plutôt que d'ouvrir elle-même ses propres boutiques sur Berlin et sur les autres villes d'Allemagne, elle a décidé de créer un cours en ligne dans lequel elle allait apprendre à plein de gens comment on crée une boutique zéro déchet. Donc ça, c'est un modèle open source. Voilà, elle donne ses propres recettes, parfois avec des détails, avec des détails financiers, donc des informations hyper précieuses. The Shime, c'est un autre modèle. Donc c'est celui qui est au milieu. The Shime, je ne sais pas si vous le connaissez, en gros, c'est le projet initial, il s'appelle Le Carillon, c'est un projet français dans lequel, en gros, si vous voyez ces petits stickers sur les boutiques des commerçants, ça donne une information pour les personnes qui vivent dans la rue que tu peux avoir accès à un service comme un café, une douche, etc., gratuitement. Et ils sont devenus super connus au bout d'un certain temps à Paris, puis très répandus dans les médias. Et Louis-Xavier, le fondateur, a reçu pas mal de demandes de gens lui demandant s'il pouvait donner des tips pour savoir comment est-ce que lui a fait ce projet. Et puis au bout d'un moment, il en a reçu tellement qu'il s'est dit, bon, je vais créer une structure qui s'appelle The Shime, dans laquelle on va héberger ces différents projets qui ont tous des marques différentes, mais qui sont autour du même concept. Et voilà, ils sont en contact fréquemment avec des appels mensuels pour échanger des bonnes pratiques. Et puis le dernier, c'est la fresque du climat. Ça, c'est un exemple de licence. Donc, c'est vraiment la même marque qui va sur plein de territoires différents. Je trouve que leur modèle est absolument génialissime. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'imagine que vous connaissez la fresque du climat. Mais voilà, c'était pour vous donner un aperçu des 3 grands modèles qu'on peut rencontrer et qu'en tout cas, nous, on a formalisé comme ça chez Snowball Effect. Merci beaucoup, Laure. Chantal, est-ce que vous avez à peu près la même manière de voir la réplication? Est-ce qu'il y a des différences pour toi Ouais. dans la manière dont vous Alors, abordez ce sujet? ok, donc Bleu Blanc Zèbre, hein, en 2 mots, c'est été fondé en 2014 par Alexandre Jardin, un écrivain que vous avez peut-être entendu parler. L'idée, c'était de se dire, on est dans une France où on ne parle que de ce qui va mal. Résultat, c'est la France du repli, la France de chacun chez soi et tous les risques qui vont avec et dont on voit les résultats souvent au moment des élections. Donc, son idée, ça a été de dire, il y a plein de gens qui portent des solutions partout en France, on n'en parle jamais, il faut qu'on aille les dénicher. Il faut qu'on aille les labelliser, les équiper, les faire connaître et les connecter, en gros. C'était vraiment ça l'idée. Donc, on a 450 ZEB qui sont des porteurs de solutions. Généralement, ce sont des petits acteurs dits de territoire, action locale, parce qu'on labellise l'action et pas la structure. Et l'idée, c'est qu'une action qui réduit une fracture sociale ou environnementale sur un endroit, un territoire, elle peut totalement inspirer quelqu'un d'autre et faire en sorte qu'au final, si elle se réplique quelque part, on va augmenter l'addition des solutions. Donc, c'est vraiment une addition de solutions bleu, blanc, zèbre. Donc, juste vous dire que moi, les 3 modèles que j'ai vus, ça me parle parce qu'on a plein de façons de voir la réplication, justement. On n'a pas voulu en donner une définition puisque j'ai envie de dire que tous les cas sont dans la nature. On a l'avantage d'une grande diversité d'acteurs, de taille, de réalité aussi géographique. Et ça fait qu'à un moment, on ne peut pas s'enfermer dans une définition. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, Adèle, dans ta définition, c'était de parler de process, bien sûr. Mais quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le pourquoi on réplique. Le process,
grossesse, j'aurais presque un peu envie de dire, ben oui, si vous êtes amené à répliquer, vous allez en tester. Nous, à Montmartre, on les a tous testés, de la franchise jusqu'à l'open source, tout a été testé. En fait, c'est pas tant ça. C'est le pourquoi on fait les choses, en fait, qui va compter. Et à partir du moment où j'ai envie de dire que l'ambition, c'est bel et bien d'avoir un vrai impact et donc de résoudre des problèmes, ce qui est le cas chez Bleu Blanc Zèbre, puisque nos 400 zèbres, c'est 3 millions de Français au bout de la chaîne. C'est intéressant. Donc, dans le concept et la définition que vous donnerez, ne vous éloignez jamais du pourquoi. Qu'est-ce que vous cherchez à faire, en fait? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de modèles aussi qui partaient un peu à la dérive parce qu'ils avaient oublié le pourquoi. Donc, je me permets de leur dire, parce que c'est 23 ans de terrain et de choses qui sont assez basiques, mais il faut le redire. Donc, nous, chez les zèbres, hein, le premier modèle où on verrait un zèbre qui est plutôt sur une croissance organique et qui décide de dupliquer avec la même marque sur un autre territoire. Donc, je suis sur l'habitat dans le nord et je vais aller répliquer dans l'est de la France. On les a. On a ces porteurs-là. On a des zèbres qui peuvent être assez connus. Montmartre est un zèbre d'ailleurs. Vous connaissez plein de modèles qui ont fait ça. Mais on a aussi des zèbres qui, à un moment, vont inspirer quelqu'un d'autre à l'autre bout de la chaîne et qui sont OK pour dire moi, mon initiative, je ne la garde pas, ce n'est pas ma propriété. Et on a le cas où une collectivité reprend l'idée, puisque nous, on les connecte avec les élus locaux. L'objectif, c'est que les élus locaux, ils sont face à des difficultés de territoire et local. Ils ont souvent peu de moyens pour résoudre leurs problèmes. On a des dotations aux villes qui ont baissé. C'est quand même la tendance depuis pas mal d'années. Et résultat des courses, ils n'ont souvent pas les cellules innovation, développement et recherche dans leurs propres organisations de mairie. Une mairie, c'est une entreprise, hein, quelque part. Et du coup, l'idée de rencontrer un zèbre qui a fait ça dans une autre région et de se dire pourquoi moi je ne le développerais pas moi-même? Pourquoi moi, en tant qu'élu, je ne peux pas porter une solution? Si, je suis en open source et là, je récupère le savoir-faire du zèbre. C'est OK, on les met en contact. Et là, pour le coup, on organise les rendez-vous et ça se transmet. Donc, on est vraiment là-dedans. Et puis à côté, l'autre exemple, ça serait un zèbre qui inspire un autre zèbre et qui prête son projet à un autre zèbre, qui se met en réseau parce que l'autre zèbre, il est très proche de la même histoire, ils ont la même ambition, la même vision, les mêmes valeurs. Et à un moment, ils se disent, on va s'allier parce que toi, OK, tu es dans le nord, moi, je suis dans l'est. Celui du nord, il n'a pas pour vocation forcément à se développer. C'est pas forcément son ambition au sens d'entrepreneur. Il peut avoir envie de rester tout seul chez lui et pourquoi pas, peu importe. Mais par contre, il est OK pour qu'un autre Z qui lui a peut-être plus de capacité à ce moment-là à aller répliquer parce que des partenariats plus forts, puisse aller le faire, en fait, tout simplement. Donc, nous, on le voit très large. En tout cas, ce qui compte, c'est réellement cette première phase de dire, il y a plein de gens qui inventent plein de trucs, c'est pas la peine de réinventer. C'est pour ça que j'aimais bien aussi le thème de ce webinaire, c'est de dire, est-ce qu'il faut tout le temps tout recréer quand quelque part, il y a des gens qui ont déjà une espèce d'infrastructure, exemple de la mairie, et qui pourraient la reprendre plus facilement. Ça prendra moins de temps, ça coûtera moins cher, et au final, on aura touché des bénéficiaires en face. Voilà, je ne sais pas si ça répond à C'est la question. parfait. Merci beaucoup, Chantal. Et du coup, toi, Étienne, tu as une posture différente puisque toi, tu es un entrepreneur qui a fait cette démarche. Donc, toi, justement, par rapport à ces définitions, tu te retrouves dans quel type de modèle et voilà, comment concrètement aussi vous avez peut-être décidé en fait d'aller vers ce modèle de réplication. Alors, aux petites cantines, au final, on a eu trois modèles différents. Le premier modèle, on s'est dit, on va essaimer par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait un restaurant participatif, on s'est dit, tiens, et si on essayait d'en monter un deuxième et un troisième par nous-mêmes? Donc là, c'était nous qui décidions où, quand, comment. En même temps que ça, il y a des citoyens qui sont venus toquer à notre porte et qui nous ont dit, nous, on aimerait faire la même chose chez nous, est-ce que vous nous accompagnez? Donc on leur a dit, on ne sait pas faire, mais on peut essayer mais on le fait ensemble. Et au début, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on garde le même nom ou pas? Donc l'histoire de la marque, on ne savait pas encore à cette époque comment faire. Aujourd'hui, on est principalement, on n'essaime plus, c'est-à-dire que c'est plus nous qui décidons où est-ce qu'on va. Par contre, on n'accompagne que des collectifs de citoyens qui veulent. Et puis, depuis un an à peu près, on commence à accompagner des projets qui ne seront pas des petites cantines. On le sait dès le départ. C'est plutôt dans l'inspiration, des gens qui veulent créer du lien à partir du repas, mais peut-être avec une sensibilité particulière, une cible particulière, etc. Nous, on leur dit, voilà, on peut vous accompagner avec ce que l'on sait et vous l'adaptez par rapport à votre territoire, par rapport à votre
votre propre projet. Donc, il peut y avoir plusieurs modalités et voilà, on avance. Trop bien. Merci, Étienne. La question que je voulais vous poser, mais tu as commencé en fait à y répondre, Chantal. En fait, c'est un peu justement le pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est important de promouvoir la réplication d'un projet plutôt que de sa création, plutôt qu'une création totalement nouvelle? Et est-ce que pour vous, le contexte actuel, le monde dans lequel on est aujourd'hui, est-ce que particulièrement aujourd'hui, il faudrait encore plus porter ce type de modèle de réplication? Est-ce qu'on est dans un contexte comme on a de la surinformation, on a du surprojet? Enfin voilà, est-ce que vous trouvez que la tendance va à à ce qu'il faudrait de plus en plus de réplication, ou alors est-ce que c'est vraiment complémentaire pour vous de la création et c'est aussi bien qu'il y ait encore plein de créations from scratch. Est-ce que Laure, tu veux te lancer et Chantal, tu Ouais. as peut-être des compléments aussi à ta réponse. Donc, je suis complètement alignée avec ce que Chantal disait sur l'idée de ne pas réinventer la roue. En gros, pourquoi? Bah, c'est parce que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, d'autant plus dans l'entrepreneuriat social, bah, ça peut être très compliqué de trouver des modèles financiers qui marchent et d'avoir un impact qui marche aussi. Et il y en a plein qui ont essuyé des plâtres avant nous, donc autant bénéficier de leur expérience pour gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, c'est clairement voilà, le pourquoi. Puis aussi parce que les enjeux de société sont tellement vastes et compliqués qu'on ne peut pas se dire qu'on va changer le monde tout seul avec son projet en essayant de se dire dans 20 ans, je suis le king of the world avec mon projet. Donc, c'est l'idée de dire vraiment, je vais permettre à d'autres de faire la même chose ailleurs. Et puis, c'est aussi, je trouve, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, sur lesquels il peut y avoir des crises qui arrivent du jour au lendemain qu'on n'avait pas vu venir. Et ça me paraît être un modèle plus robuste de dire je permets à d'autres de faire la même chose ailleurs et d'adapter le projet en local et de réagir très rapidement à des circonstances qui vont être changeantes parce que eux auront plus rapidement la réponse que moi. Donc voilà, c'est ça les grandes raisons que je vois à la réplication. Puis c'est aussi parce que ça a du sens, quoi. C'est cool d'apprendre d'autres personnes. Merci Laure. Est-ce que Chantal, tu voulais compléter ta... Je veux bien rebondir. Bah, Ouais. effectivement, hein, moi j'ai connu l'époque de tous ces discours. Si vous regardez toutes les publications il y a 15 ans, du changement d'échelle, tout le monde devait couvrir la France, devenir le plus gros acteur, un peu ce que tu dis, Laure. Il y a eu vraiment cette vague-là de c'est comme ça qu'on va innover, qu'on va développer, enfin, démultiplier l'impact, etc. Clairement, les années passant, j'en reviens pour avoir vécu ce changement d'échelle et de l'avoir porté, pas simplement vécu, voulu, porté, assumé. Clairement, ben, je peux vous assurer que c'est un sacré stress. Les risques financiers sont énormes. Tu as parlé de modèle économique, Laure, évidemment, parce que clairement, on pense qu'on va faire des économies d'échelle, mais au final, on recrée des coûts, parce que plus on grossit, plus on pense qu'on va amortir certaines dépenses, mais en fait, pas tant, parce qu'à chaque fois, ça nous pousse vers l'avant. C'est un peu une fuite en avant pour certaines choses. Le risque RH, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est pas la même chose de diriger une structure avec une petite équipe ou, comme moi, à Montmartre, 150 salariés à la fin. C'est pas le même stress, c'est pas la même tension pour l'entrepreneur. Et puis, si on veut de l'impact, il faut tenir le coup. C'est pas la peine d'aller de partir en sucette, excusez-moi l'expression, mais on en a vu beaucoup se perdre et s'épuiser. Donc, il y a une notion de durabilité, je pense. L'intérêt aussi, c'est de réfléchir à long terme. On est dans un monde où on ne peut pas tout le temps être dans l'urgence. On nous pousse à l'urgence, mais en fait, si on veut faire en sorte que les enfants de demain bénéficient d'un monde un peu meilleur, il faut voir long terme. Donc, durer, c'est important. La durabilité, c'est important. Et puis, je pense que la communauté apprenante, c'est chouette aussi de se dire qu'on apprend des erreurs des autres et aussi de ce qu'ils ont bien fait. On est là pour s'enrichir et pas pour s'amoindrir. Peut-être gommer un peu les notions de concurrence, clairement, de compétition. À quoi bon? Honnêtement, on n'a plus le temps à ça. Je trouve qu'on n'a plus le temps d'être concurrent, clairement. Voilà, et peut-être aussi dire que vis-à-vis des partenaires et des gens qui vont faire confiance à ces réplications, le fait qu'il y ait déjà des résultats et des impacts, c'est important, c'est rassurant. Je veux dire, je pense toujours à mes élus pour Bleu Blanc Zèbre qui disent moi, je fais venir une asso qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets,
et qu'il l'a répliqué ou qu'il l'a passé à quelqu'un d'autre, mais je suis rassurée, je pars pas à zéro. Hein, et c'est pas la même histoire qu'on écrit. Donc voilà, je vois aussi cet intérêt-là pour les parties prenantes externes. Merci Chantal. Ouais, j'entends vachement dans vos deux réponses un peu aussi cette notion de revenir un peu comme de fractionner pour revenir à du local, diffuser, enfin voilà, et comme tu dis, à la fois diffuser la pression en se fédérant plutôt. Est-ce que toi, Étienne, c'est quelque chose du coup que tu as ressenti concrètement en choisissant ce modèle de réplication? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que justement c'est réussi ce côté éviter de grossir, grossir, grossir et d'imploser, mais plutôt de fractionner, de rester local? Alors, ouais, c'est une réflexion qu'on a eue, qu'on aura encore. C'est toujours très difficile de se dire est-ce qu'on veut grossir, pas grossir. Enfin, Mm. ok, on veut plus d'impact, mais comment est-ce qu'on ne devient pas une grosse machine voilà. Euh, pour moi, ce qui est intéressant, enfin, la question que je me pose en tant qu'entrepreneur, si je devais entreprendre quelque part et me poser la question est-ce que je réplique ou est-ce que je réplique pas, l'une des questions, c'est est-ce que la problématique, elle est locale ou non? C'est-à-dire que dans l'ESS, il y a quand même une forte notion de problématique locale. Et donc, se dire dans quelle mesure le problème auquel je m'attaque, il est très spécifique à mon territoire, euh, un peu spécifique, pas du tout spécifique. Et là, on peut se dire, est-ce que je peux facilement répliquer, ou est-ce que je vais devoir adapter, ou est-ce que je vais devoir créer? Il y a des thématiques qui sont nationales, voire internationales, donc là, il n'y a pas trop de difficultés à répliquer, mais parfois à adapter, et notamment adapter soit au local, soit au profil des porteurs de projets, de ces nouveaux entrepreneurs. Et pour moi, ça, c'est très important qu'ils se posent la question de quels sont mes besoins, moi, en tant qu'entrepreneur, quelles sont mes envies. Il y en a qui sont très créatifs. Ben, quand on vient répliquer quelque chose en mode franchise, on a beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre de la créativité. Est-ce que j'ai besoin d'autonomie? Est-ce que j'ai besoin plutôt d'aide? Quels sont mes talents, etc. Et là, du coup, la diversité de propositions est intéressante et il faut bien se connaître pour se dire dans quel endroit je serai le plus à l'aise. Voilà. Et il y a une chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup en tête, hein, c'est qu'on voit beaucoup le démarrage, hein, en disant, ouais, le démarrage, j'aurai de l'aide ou j'en aurai pas, etc. Mais Chantal en a parlé, il y a comment, enfin, Laure aussi, sur moi, ce que j'appelle, enfin, ce que nous, aux petites cantines, on vit, c'est le réseau. C'est-à-dire dans le fonctionnement, en fait, le fait de pouvoir s'entraider, partager, etc., etc., ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Qu'on soit de même marque ou pas, etc., ça, c'est encore différent, mais le réseau est super, super important. Merci Étienne. Là, tu parlais à l'instant euh, du fait que bah, voilà, il y a l'importance de s'adapter au contexte local, aussi à la personnalité de l'entrepreneur. Je voulais rebondir là-dessus. Selon vous, en gros, c'est quoi les défis majeurs qu'on rencontre lors de la réplication de projets? En fait, est-ce qu'il y a des défis spécifiques à la réplication par rapport à une création de projet en propre? Et comment vous, bah, en tant que structure accompagnante, comment vous accompagnez ces défis spécifiques? Et peut-être toi aussi, Étienne, après, comment toi, tu les as vécus? Chantal, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Pardon? Oui, excusez-moi. Bah, j'ai l'impression que chaque réplication est quelque part une création, en fait. Il n'y a Hmm. jamais deux cas pareils. On aura beau avoir tout prévu, en fait, on passe notre temps à régler les voiles, en fait. Hein. Il n'y a pas juste Euh, un PDF à prendre, un mode d'emploi? Ben, en fait, ça serait bien, ça serait bien, mais on voit, hein, on le voit avec les zèbres. Je trouve ça intéressant, Étienne, ce que tu disais sur le territoire. Évidemment, ça n'a rien à voir d'un village à un autre, d'un QPV à un autre, même si pour autant les caractéristiques sont communes. On pourrait se dire une petite commune de 250 habitants et une autre, on reproduit le modèle et c'est bon, on réplique. Ben non, en fait. Non, parce que, il y a une histoire, il y a une ambition d'une ville ou pas. Si c'est pas porter le projet, ben, on n'aura pas la même vitesse, on n'aura pas le même résultat. Il y a plein de choses qui bougent, quoi. Le profil des bénéficiaires, il faut vraiment regarder. Et ça me fait vraiment dire que le plus important, c'est toujours d'être en réponse à un besoin et donc de bien connaître le besoin auquel on s'adresse. Si ça, on le re-questionne pas, on peut pas répliquer.
Pour moi, il y a quand même un travail à faire. Quand on recrée une réplication, enfin, quand on réplique, on ne peut pas se dire, je me fais l'économie de ça. Il y a une mini petite étude à faire au préalable. Ça serait peut-être un peu la subtilité. Et les parties prenantes, ce ne sont pas les mêmes. Parce qu'il faut aussi savoir qu'on s'aperçoit que les politiques publiques, même si elles sont nationales, elles sont souvent déconcentrées avec d'autres personnes qui les portent au niveau local. Je vous donne un exemple. Caisse d'allocation familiale, c'est les mêmes dispositifs partout. Redescendus sur les départements, bah, vous allez vous apercevoir qu'ils ne vont pas les appliquer de la même façon d'un département à un autre. Et pour autant, ils ont la même feuille de route et les mêmes lignes budgétaires. Mais simplement, ils vont rajouter des critères liés à leur territoire. Donc, votre réplication, bah, il faut que vous ayez d'abord étudié le truc pour être capable de rentrer aussi dans les cases, toutes les cases, quoi. Donc, il faut réajuster et remettre de la forme partout, quoi. Donc, c'est pas si simple. Donc, pour moi, à chaque fois, c'est presque une nouvelle création, en fait. Ok. Merci Chantal. Est-ce que tu as des choses à compléter, Laure, là-dessus? Je suis totalement d'accord avec Chantal. Je veux juste faire la précision que ça dépend vraiment du modèle de réplication. Si on est sur un truc dans lequel c'est juste de l'inspiration, on fait un appel, on fait une immersion et après on fait ce truc à sa sauce, bah là, les challenges seront très semblables à ceux de l'entrepreneuriat normal. Et après, sur ceux sur lesquels il y a vraiment plus de la franchise et du relationnel énorme entre la structure initiale et celle qui reprend, bah là, on est sur plein de challenges liés à la coopération, tout simplement. Est-ce qu'il y a le bon fit, c'est le bon moment, la bonne équipe, est-ce qu'on arrive à trouver les bonnes personnes, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, on répond à ce problème en disant, voilà, 45 initiatives qui marchent. Et on les met en contact directement et on se dit, bah, on va essayer de toucher, je sais pas moi, 10 000 personnes. Et puis, dans les 10 000, il y en a 1% sur lesquels ça va marcher. Et voilà. Et donc, bah, parce que dans tous les cas, on sait que c'est compliqué, quoi, de trouver le bon match. Ouais, c'est ça, de trouver la bonne personne aussi, comme tu disais, Étienne, la bonne personne avec la bonne demande de réplication et donc ouais, la bonne posture, entre guillemets. Toi, Étienne, est-ce que tu avais commencé à du coup parler de certains défis? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais mettre en avant qui sont des défis spécifiques que tu as vus dans cette réplication? Ouais, j'en ai un en tête en particulier, c'est le fait de ne pas se tromper de projet. Euh, C'est-à-dire se mentir à soi-même en disant si, si, c'est bien le projet qu'il me faut, etc., etc. Et en fait, on n'a pas les mêmes leviers motivationnels. Nous, on a eu le Tu cas plusieurs parles fois. du point de vue du réplicateur, c'est ça? Ouais. Ok. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui fonctionne super bien, qui a de l'aura, qui a des partenaires, qui a machin, etc. On se dit c'est génial, c'est exactement ce que je veux faire. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Ça ressemble, mais c'est pas vraiment ça. Je vais être clair. Il y a des gens qui voient les petites cantines, super, génial, là, là. En fait, eux, leur driver, c'est par exemple lutter contre le gâchis alimentaire. Ils se disent, par le biais des petites cantines, je vais pouvoir enfin, faire mon projet de gâchis alimentaire. Ben non. Les petites cantines, on fait plein de choses. On contribue aussi à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais c'est pas notre driver. Donc, à un moment, il va y avoir une tension parce que tu vas pas te retrouver dans ce que tu as envie de faire. Il y en a qui, ah tiens, je vais pouvoir être en accompagnement de publics en précarité, etc. Non, c'est pas parce que nous, on en accueille que c'est notre axe. Donc, il faut bien essayer de dire quel est le driver. Et, enfin, on prend souvent cette expression petite cantine de fiançailles. Enfin, il y a un moment où il faut vraiment vérifier qu'on est bien aligné entre le futur porteur de projet et réplicateur et la structure. Donc, à quel problème on s'attaque? Voilà, il faut vraiment être en transparence l'un et l'autre parce que même pour la structure qui a envie de répliquer, on est très content qu'il y ait des porteurs de projet. Ouais, mais attention, enfin, voilà, c'est l'un des défis pour moi. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Étienne, un autre écueil qu'on a vu énormément au début de Snowball Effect, c'était de voir des entrepreneurs qui se disent, tiens, ce truc a marché, donc en fait, si je fais un copier-coller, c'est sûr que ça va marcher aussi. Et donc, du coup, ça peut attirer aussi un profil de gens qui sont plus frileux, qui sont moins entrepreneurs. Et j'ai envie de redire, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la réplication, en fait, il faut être un vrai entrepreneur, c'est-à-dire que faut avoir pas peur du risque, il faut repasser par toutes les étapes que va faire un entrepreneur, de voir si le besoin et le problème est vraiment là, etc.
C'est juste que c'est trop cool parce que vous allez bénéficier de l'expérience d'autres personnes avant. Mais en fait, voilà, c'est pas un copier-coller. Il y a énormément d'adaptations à faire à votre territoire et à vos envies. Et c'était pour rebondir sur ce que disait Étienne. Ouais. Peut-être dans la continuité de ce que vous dites, le conseil, c'est d'aller voir, d'aller sur le terrain. On ne reprend pas un projet, on ne réplique pas un projet sans avoir vécu l'expérience du projet. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'immersion et il faut que celui qui est prêt à répliquer soit aussi prêt à accueillir dans sa structure et à pas essayer de la vendre ou je ne sais quoi. Faut le sentir. Il y a vraiment une histoire d'alignement et des ressentis, quoi. Je sais que chez Ticket, vous travaillez beaucoup là-dessus, donc je me permets de leur dire parce que effectivement, il y a souvent un gros décalage entre ce qu'on a imaginé. C'est toujours très beau sur le papier, c'est toujours très beau dans les histoires, parce qu'on a tous un peu trafiqué, hein. Faut quand même être Non, un d'accord, petit un peu. petit peu. On a un peu habillé la mariée, quoi. Donc, du coup, je pense que c'est bien d'aller voir, en fait, hein. Il faut y aller. Mm. Donc, un vrai champ lexical du mariage, des fiançailles, hein, on retient ce. Et il faut Et, oser aller jusqu'à la rupture aussi. En Ah, fait, non, mais Et quand on savoir voit se que dire ça non. passe pas, ça passe pas. c'est vrai. Enfin, il faut pas se forcer. Ça vous est Nous, on a eu arrivé, le cas. vous? Ouais. Alors, ça nous est arrivé. Et il y en a, en fait, ils avaient envie de marquer vraiment leur marque. Donc, on les a accompagnés au départ. Et à un moment, ils ont dit non, en fait, on rentrera pas dans le réseau des petites Mm. cantines pour 10 000 raisons. Leur projet est super, il fonctionne bien. Mais il faut savoir dire, bah, non, Mm. en fonction. Voilà. Mais il vaut mieux être clair sur les critères avant, parce que sur le moment, c'est jamais très, très facile. ouais. Pour rebondir sur ce que tu. Pardon, Laure, t'allais. Pardon, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que disait Chantal, sur le fait que si vous êtes intéressé par répliquer un projet, une chose que je peux vraiment vous recommander, c'est d'aller voir s'ils recherchent des bénévoles pour faire l'expérience vous-même Ah du ouais. projet, ne serait-ce que pour quelques jours. Mm. C'est le meilleur moyen de savoir ce Mm. qu'est vraiment ce projet. Mm. Ouais, super, super conseil. J'avais une autre question, mais je laisse quand même parce que je vois qu'il est déjà moins le quart. S'il y a des questions du public, je vois rien dans le chat. Mais s'il y en a qui ont envie de prendre la parole à l'oral, c'est aussi possible. Vous pouvez ouvrir votre micro s'il y a des courageux, courageuses qui ont des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Ah, une question de Jacques. N'est-il pas intéressant de partager, en plus d'une méthodologie ou d'une démarche, un recensement des risques, leviers, points de vigilance? Est-ce qu'il y en a, il y a un de vous qui veut répondre à cette question? Ouais, Étienne? Ouais, nous, c'est quelque chose qu'on fait, enfin, le recensement des risques, enfin, et ça, que ce soit au départ ou après, en fait, une mauvaise expérience quelque part, c'est quelque chose qui est partagé. Quelque chose qui fonctionne bien quelque part, c'est quelque chose qui est partagé. Donc, les leviers, typiquement, le modèle économique d'une petite cantine, on voit qu'il y a plusieurs leviers pour que le modèle économique fonctionne. Il y en a quelques cantines qui vont fonctionner sur l'un, d'autres sur l'autre. En tout cas, ce qui est hyper important, c'est de le partager. Voilà. Peut-être, dans le référentiel, ce qui est intéressant aussi de regarder sur la réplication, c'est la colonne vertébrale, le non négociable, hein. Parce que là, effectivement, hein, les leviers, les freins, le modèle économique, tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Mais aussi, ce qui fait qu'on aura de l'impact, c'est souvent lié à la qualité qu'on a apportée, au non négociable, ce sur quoi on a vraiment apporté du soin et qui va produire l'impact. Parce que si on ne fait pas ça, on n'aura pas l'impact, en fait. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, mais voilà, nous, je sais que, enfin, je reprends ma casquette Montmartre, on nous a souvent demandé de refaire des Montmartre, mais avec plein de dimensions qu'ils oubliaient, qu'on ne voulait pas faire. Du type, bah, moi, je ne vais pas accueillir les parents, ils attendront dehors. Bah, non, en fait. Parce que dans la réussite éducative des enfants, était intégré 100% le fait que tous les soirs, on accueillait chaque parent individuellement, etc. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrivait à avoir une continuité et qu'à la fin de l'année, l'enfant avait été vraiment embarqué, il avait acquis un grand potentiel en fait. Et ça passait aussi par là. Donc il y a des choses non négociables. Et je pense que ça, tout le monde ne l'a pas fait l'exercice, mais ça me semble Ouais. important. Savoir sur quoi on peut lâcher du lest ou pas, quoi. Il y a Camille et puis après il y a Blandine qui a levé la main, mais donc Camille qui a identifié un projet qu'elle aimerait répliquer. Elle connaît déjà un peu la porteuse de projet. Quels conseils pour initier cette réplication? Alors il y avait déjà des premiers conseils. Laure, tu disais voilà, de faire du bénévolat si c'est possible, hein, si c'est
ou de Chantal, tu parlais d'immersion sur le terrain. Je pense que ça, c'est des super conseils. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent pour initier ce Camille, j'ai juste envie de poser une question, de savoir où est-ce qu'elle est, dans la même région, pas la même région, dans un autre pays. Ah, oui. Ça peut avoir ça peut faire une différence. Je passe une petite page pub juste pour l'Union européenne qui fait quand même des trucs cool. Il y a un programme qui s'appelle Erasmus for Entrepreneurs qui permet de financer le voyage de quelqu'un qui veut aller visiter un projet ailleurs en Europe pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc, ça peut être aussi, si vous êtes intéressé par un projet qui est ailleurs en Europe, ça peut être une porte d'entrée de dire, est-ce que ça t'intéresserait que je sois bénévole pour ton asso pendant quelques temps? Il y a juste des démarches administratives à faire avec l'Union européenne. Erasmus for Entrepreneurs. Génial. Si je peux intervenir, donc Camille Guibaudot, merci déjà pour votre réponse. Le projet n'est pas forcément un projet associatif, déjà c'est un projet entrepreneurial aussi, donc c'est la question que je me pose parce que je pense que c'est plus facile d'être bénévole et d'aborder une association pour répliquer qu'une structure à caractère commercial, même si c'est de l'ESS. Moi, mon idée, c'est de le faire sur un autre territoire, sachant que l'entreprise de base est basée à Paris et donc rayonne quand même déjà un peu. Mais je me dis qu'elle aurait plus d'impact s'il y avait une antenne peut-être dans une autre région. Mm. Merci. Et, Merci. ouais. Ça dépend aussi ce que tu attends d'eux. Est-ce que tu as envie de reprendre leur marque ou est-ce que tu as envie juste d'avoir des conseils sur quelles sont les erreurs à pas refaire? Ouais, donc de se mettre au clair. On va peut-être prendre une autre Ouais. question, mais en effet, d'être au clair sur toi, ton intention, ton ambition aussi, peut-être, sur est-ce que qu'est-ce que je veux de ces personnes. Mm. Il y a Blandine qui avait levé la main. Est-ce que Ouais, Blandine, tu veux bonjour prendre la à tous. Merci pour ce webinaire hyper inspirant. Camille, j'espère que tu ne seras pas trop frustrée parce que je pense que ma question est assez en lien avec la tienne. parole? Dans le cadre d'une volonté de réplication, mais d'une entreprise du coup qui n'aurait pas forcément souhaité être répliquée, qui n'est pas forcément contre non plus, mais qui ne s'est pas positionnée, comment est-ce qu'on peut instaurer une logique justement de partenariat, réplication, partage de bonnes pratiques, plutôt qu'une logique de concurrence? Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus? Et pas déjà voir ce sur quoi vous êtes alignés, les points éventuellement de divergence et d'écrire. Enfin, moi, je crois beaucoup à la force de l'écrit au sens, il faut contractualiser quelque chose qui délimite, en gros, un peu les droits et les obligations des deux côtés, ce que vous êtes prêt à partager, ce que vous ne partagerez jamais. Enfin, je crois qu'il faut écrire le projet de coopération, en fait. C'est pas, il n'y a pas besoin de juriste pour ça. C'est déjà poser les bases, à mon sens, et de les challenger un petit peu. Parce que quand on passe à l'écrit, tout d'un coup, on se rend compte que, ah oui, on n'y a pas pensé. Ah bah, ah bah non, mais ça, on n'est pas d'accord. Enfin, voilà. Ça contraint l'écrit. Moi, j'aurais envie de dire ça. J'aimerais bien rajouter quelque chose sur le fait que, en fait, il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui qui peuvent être effrayés par une demande de quelqu'un qui dit j'aime beaucoup ton projet, j'aimerais le répliquer. Parce que tout de suite, ils vont imaginer ah, il faut des financements, ça va me prendre du temps, franchement, j'ai d'autres choses à faire. Donc, si vous voulez commencer à mettre un pas dans la porte vers de la coopération avec quelqu'un, je propose de faire quelque chose de très simple sur lequel il ne va pas y avoir de doute au départ. Ça peut être de dire salut, j'adore ton projet, il m'inspire énormément, est-ce qu'on peut faire un appel de 30 minutes, j'ai quelques questions à te poser. Ou bien, est-ce que je peux venir déjeuner avec toi? Ça peut être cool aussi, cette histoire de déjeuner, parce que du coup, la personne va peut-être être moins effrayée, avoir un meilleur feeling avec vous. Mais c'est de pas te parler tout de suite de l'application, en fait. C'est de dire, voilà, ton projet m'inspire, ça te dérange pas de me partager quelques billes sur comment tu l'as fait. Et ensuite, au cours des échanges, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui les intéresse eux, est-ce qu'ils ont vraiment un programme de réplication en tête ou pas, quoi. Et puis vous aussi, vous saurez. Et l'une des peurs de l'entrepreneur qui saura répliquer, c'est le temps qui va y passer. Mm. Donc, si vous pouvez le rassurer là-dessus, voilà, ou en tout cas y aller par étapes, ou sinon que ce soit rémunéré, c'est-à-dire que le temps qui passe pour vous accompagner, que ça rentre dans son modèle économique, lui, sa crainte, ça va être ça. C'est est-ce que je me disperse? Est-ce que c'est trop tôt? Mais il aura ses craintes à lui. Après, je peux vous inviter à donner les liens de Bleu, Blanc, Zèbre et Snowball Effect pour dire regardez tous ceux qui le font déjà. C'est une tendance qui est de plus en plus courante aujourd'hui, de permettre à d'autres de faire la même chose ailleurs. Voilà, si vous voulez montrer qu'ils ne seront pas un peu chelous de faire ça.
Ouais, c'est un super conseil de montrer que ça marche. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qui existe déjà, sont des projets qui sont répliqués. J'ai l'impression que c'est un peu parfois sous le radar. Et, euh, et peut-être c'est une dernière question très, très, très rapide. Mais je trouve qu'il y a un peu un sujet d'image aussi de la réplication. Je trouve qu'en France, on a un peu, et dans plein de pays, il y a un peu ce mythe de l'entrepreneur et qui a son projet et qui monte son. Et d'ailleurs, Étienne, tu le disais pour le projet avec qui vous avez eu une rupture, il y avait l'enjeu d'avoir sa marque. Et peut-être qu'il y a un truc comme ça de propriété, c'est pas le même statut de répliquer que d'être fondateur. Est-ce que vous voyez quelque chose là-dessus très rapidement avant qu'on termine? Oui, il faut pas négliger la part d'ego. Ouais. Voilà, d'un côté comme de l'autre, faut être juste lucide et clair là-dessus. Enfin, voilà. Ça en fait partie, en tout cas. Mm. Mais pas que. Enfin, la partie créativité, encore une fois, enfin, là, par exemple, ils avaient commencé à travailler. Nous, on n'avait pas été non plus hyper clair au départ. On ne savait pas si on voulait petite cantine, pas petite cantine. Quand on a commencé avec un nom, eh ben, on aime ce nom, en fait. Quand on a commencé avec une charte graphique, on aime cette charte graphique. Et c'est des moments où ça peut être difficile de Ouais, switcher de l'un à l'autre. Des ouais, choses tout bêtes comme ça. ouais. Chantal, Laure, si vous voulez rebondir. Moi, je me dis que c'est à chacun d'écrire son récit après. Mm. Ok, on va s'appeler autrement, on va faire autrement, mais on aura quelque chose en commun. Mais il faut écrire une belle histoire, en fait. Je trouve ça très, très beau, moi, de reprendre un projet ou de le continuer. Il y a 30 000 entreprises en France par an qui ne trouvent pas repreneur et qui ferment leurs portes. C'est quand même dommage. C'est une forme de patrimoine qui s'en va, quoi. Mm. Tout recréer, à quoi bon? Enfin, je sais pas, reprendre des actifs, c'est intéressant. Et de faire perdurer et de mettre sa patte, quoi. Enfin, Mm. c'est une histoire à écrire pour moi, Mm. c'est tout aussi honorable. Et donc, très en lien avec ce qui a été dit, prendre soin des égos, effectivement, des deux côtés et mettre en place les bons mécanismes de reconnaissance. Chaque structure et chaque personne vont dire, moi, j'ai mon besoin, j'ai ce besoin-là. Et donc, il y en a certains, par exemple, qui vont dire, OK, si tu reprends mon projet, j'aimerais que sur ton site Internet, comme dans la page équipe ou histoire du projet, tu dises que ça a été inspiré par mon projet initialement. Mm. Parfois, c'est des micro-détails qui peuvent faire une énorme différence. Mm. Ouais, merci beaucoup pour ces dernières remarques et je trouve ça hyper fort, en effet, cette notion. En fait, dans tout ça, il y a de l'humain. En fait, j'ai l'impression que le message final, c'est toujours l'humain qui joue et qui peut être à la fois magique et à la fois problématique. On parle beaucoup dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social du PFH, du putain de facteur humain. Et je pense qu'il est évidemment aussi fort en réplication. Mais je trouve ça ouais, très, très fort aussi de parler de ces nouveaux récits, de dire qu'en fait, on peut raconter de belles histoires. Je pense notamment, tu parlais des reprises, des repreneurs d'entreprises. Je pense à Emery Jacquia qui a repris la Camif, qui aujourd'hui, enfin, tout le monde le voit comme l'entrepreneur de la Camif. Enfin, il a réussi à créer son histoire et à vraiment mettre sa patte, sa sauce et à donner une autre dimension. Donc, c'est aussi tout à fait Les à possible. mission. Ouais, il est Ouais, entreprise à mission en ouais, plus. tout à fait, tout à fait. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Simplement pour terminer en une minute, ce que je voulais quand même vous partager. Donc, comme je vous disais, cet événement, il est dans le cadre de la tournée, dans l'appel à candidature du parcours entrepreneur. On fait une tournée d'événements un peu partout en France. Donc, il est toujours possible d'en rejoindre. Il y en a en région partout. Avec ce QR code, vous pouvez voir tous les événements qui sont dans vos régions. Et il y a aussi un événement spécifique le 21 mai avec toute l'équipe du parcours entrepreneur. Si vous voulez vraiment avoir toutes les informations sur voilà, ce parcours, quoi, comment, où, pourquoi, on vous donnera toutes les informations avec toute l'équipe qui a designé le parcours de A à Z. Et voilà, et encore une fois, ce pourquoi on a fait cet événement aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on veut accueillir dans le parcours aussi des réplicateurs, puisque nos trois invités l'ont dit extrêmement bien depuis une heure. C'est de l'entrepreneuriat pur aussi de répliquer un projet. Il y a besoin d'avoir cette posture entrepreneuriale, quel que soit le format de réplication. Et donc, voilà, on a envie, nous aussi,
d'accompagner cette réécriture de récit du réplicateur, de le valoriser, de le mettre en lumière autant que les entrepreneurs pour faire en sorte que ce modèle se poursuive et qu'on ne réinvente pas toujours la roue, en tout cas quand ce n'est pas utile de le faire. Parfois, il y a encore besoin de réinventer la roue, évidemment, de créer de nouvelles choses, mais il y a aussi, et vous en avez donné plein d'exemples, plein de modèles qui marchent, et donc autant aller chercher ce qui marche. Normalement, dans le mail qui vous avait été envoyé hier, il y a déjà le lien vers ce petit programme pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent agir dès demain. Il y a un petit programme de 5 jours qu'on a conçu, entreprendre sereinement dans un monde incertain. Voilà, vous trouverez plein d'informations pour démarrer votre projet et il vous sera renvoyé demain dans le mail post-événement. Voilà, il est 14h00, je tiens toujours à terminer à l'heure mes conférences, donc ça va. Merci infiniment à toutes et tous d'avoir été là, d'avoir partagé votre déjeuner avec nous. Merci Chantal, merci Étienne, merci Laure pour vos partages.